Bonjour, je veux vous parler aujourd'hui du fantasme de la France-Afrique. Vous l'avez déjà entendu, la France du général de Gaulle, qui ne voulait pas de l'indépendance de ses anciennes colonies africaines, aurait mis en place un système pour les empêcher d'exercer pleinement leur liberté, les empêcher de servir les intérêts de leur population. Et cela à travers des relations incestueuses sur les plans économiques, monétaires, diplomatiques, militaires ou autres. Ce néocolonialisme à la française se retrouve plus tard dans l'expression « la France-Afrique ». France-Afrique, illustrée par ces sommets et leurs photos officielles où on voit le chef de l'État français entouré de ses pairs africains, de ses inféodés. Ce serait ainsi que, après près de 2 décennies d'indépendance, à la fin des années 70, les États de l'Afrique francophone se sont retrouvés surendettés, au bord de la faillite, avec de nombreux États incapables de payer ne serait-ce que les salaires de leurs fonctionnaires. Au début des années 1980, même la Côte d'Ivoire, vitrine de la coopération française, est passée de la prospérité à une sévère récession. Le miracle ivoirien des années 1970 s'avère n'avoir été que de la poudre aux yeux. Alors le FMI et la Banque mondiale vont imposer des programmes d'ajustement structurel à tous ces États dont la faillite a hypothéqué l'indépendance. Vraiment détestable, la France-Afrique. Alors, avec l'arrivée au pouvoir en France en 1981 de la gauche avec Mitterrand, François Mitterrand, c'est le grand espoir pour l'Afrique noire, nous dit-on. Avec la gauche, des humanistes au grand cœur, l'Afrique noire est sauvée. Mitterrand nomme au ministère de la Coopération et du Développement Jean-Pierre Cot, un intellectuel de gauche chargé de détruire les réseaux établis par Jacques Foccart, réseau qui serait la source de toutes les misères de l'Afrique noire francophone. Jean-Pierre Cot, chargé de mettre au pas les dictateurs africains et instaurer une politique généreuse de co-développement. Après 14 ans de pouvoir Mitterrand, avec la politique étrangère comme un domaine réservé du président français, la dette des États africains est multipliée par 4 par rapport au début des années 1980. L'aggravation de la crise économique a causé des troubles sociopolitiques dans de nombreux États. En 1990, se saisissant de la fin de la guerre froide, qui rend donc inutile le soutien aux potentats locaux africains et leurs partis uniques, Mitterrand imposa par le discours de la Baule l'instauration du multipartisme politique comme condition désormais à l'obtention de l'aide publique au développement que la France donne et au concours financier des institutions de Bretton Woods. La ruine de l'Afrique francophone est telle que la France imposa à ses partenaires africains en janvier 1994 une forte dévaluation du franc CFA qui perdit 50% de sa valeur. 50%. L'Afrique est ruinée, la plupart des États africains sont en faillite, la pauvreté pousse la jeunesse africaine sur les routes de l'immigration vers l'Eldorado occidental. De toute évidence, le mal de la France-Afrique a bien résisté aux bonnes intentions affichées des grands humanistes de gauche. Alors, avec Jacques Chirac comme successeur de Mitterrand à l'Élysée, on ne peut pas espérer une offensive contre la France-Afrique. Chirac, qui était un habitué des séjours au palais de Yamoussoukro
chez le doyen Houphouët-Boigny. Chirac qui entretient des relations personnelles avec nombre de leaders africains. Chirac, ami personnel du président Abdou Diouf du Sénégal. Alors, sous Chirac, la dénonciation de la France-Afrique retrouve de la vigueur. Et la lutte contre la France-Afrique passe pour une priorité de la bien-pensance parisienne. En pleine cohabitation politique, le premier ministre socialiste, Lionel Jospin, refuse, en décembre 1999, une intervention de l'armée française en Côte d'Ivoire pour sauver le PDCI-RDA de Houphouët-Boigny, au pouvoir depuis 39 ans. Jospin affiche l'intransigeance d'une gauche se voulant vertueuse et déterminée à ébranler la France-Afrique et ses mauvaises habitudes, ses pratiques incestueuses. Avec l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy en 2007, les médias français nous parlent d'une nouvelle génération d'hommes d'État français qui n'a pas connu l'époque coloniale et qui veut réformer de fond en comble la relation franco-africaine, qui veut troquer contre cette France-Afrique non seulement ruineuse pour l'Afrique, mais aussi source de désordre en Occident, en raison de l'immigration massive qu'elle engendre. Troquer donc contre cette France-Afrique une relation gagnant-gagnant entre la France et les Africains. Le volontarisme de Sarkozy contre la France-Afrique est proclamé dans le fameux discours de Dakar de juillet 2007. Au moment où Sarkozy quitte le pouvoir, rien n'a vraiment changé en Afrique noire, si ce n'est une instabilité politique grandissante, aggravée par des menaces du terrorisme djihadiste. Après avoir sauvé le Mali d'une invasion de mouvements djihadistes en janvier 2013, François Hollande organise à la fin de la même année un sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique. S'appuyant sur un rapport d'information du Sénat intitulé « L'Afrique est notre avenir », le socialiste Hollande ambitionne de participer aux côtés des Africains à la transformation du continent vers un modèle de développement plus durable, plus sûr, mieux partagé. Oh, que de belles et généreuses intentions. Le rapport sénatorial, je le cite, définit 10 priorités et 70 mesures pour relancer les relations de la France avec les pays africains dans un partenariat d'égal à égal, fondé sur les intérêts communs dans les domaines économiques, culturels, de défense et de développement. Ce rapport sénatorial de 2013 soulignait déjà, je le cite, soulignait que le paradoxe de la situation est que la France, après avoir été un des seuls pays à avoir eu, après les indépendances, une politique africaine, semble aujourd'hui être dépourvue de stratégie à long terme sur ce continent. Les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, les Américains, les Marocains, les Turcs ont défini des stratégies africaines qu'ils mettent méthodiquement en œuvre. La France semble naviguer à vue. Fin de citation. Mais on croit rêver en disant cela. La gauche française semble vouloir recréer les réseaux FOCA qu'elle s'est attelée à démanteler depuis des décennies. Pauvre France. La réalité est que plus la France navigue à vue, plus la France perd de l'influence en Afrique, plus on accuse la France-Afrique. Quel paradoxe. Là-dessus arrive Emmanuel Macron. Alors lui, on nous dit qu'il est né après les indépendances et que sa modernité s'accommode mal avec la mentalité coloniale qui sous-tend la France-Afrique. N'a-t-il pas qualifié la colonisation de crime? Alors, on a vu Macron échanger avec les étudiants à Ouagadougou. On a vu Macron en débat avec les organisations représentatives de la diversité d'origine africaine en France. Tout cela était censé déboucher sur des orientations partagées et une amélioration de l'image de la France.
Hélas, plus Macron s'affiche repentant et de bonne composition, plus un certain panafricanisme haineux de la France gagne du terrain. Et la France n'a jamais connu autant d'échecs, voire même d'humiliation que sous Macron. Que ce soit en Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, la France est poussée de haut et chassée sans aucun ménagement. Le Mali, le Burkina et le Niger se réunissent en septembre 2023 dans l'Alliance des États du Sahel, AES, une organisation qui se caractérise par des régimes putschistes qui se veut le fer de lance de la lutte contre la France-Afrique et de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui lui est inféodée. L'AES est la matérialisation du projet de cette nébuleuse panafricaniste, haineuse de la France, nébuleuse qui, en avril 2024, avec l'accession démocratique d'un parti de sa mouvance au pouvoir au Sénégal, prédisait l'adhésion de ce pays, l'adhésion du Sénégal à l'AES. Alors, quelle est cette France-Afrique que personne ni aucune bonne volonté n'arrive à vaincre depuis tant de décennies? N'est-ce pas une invention chimérique de la bien-pensance se prétendant préoccupée par le sort des Noirs? En fait, quand on regarde bien, comme dans 1984 de George Orwell, la France-Afrique est un mot d'une nouvelle langue destiné à limiter la réflexion. La nature fantasmatique de la France-Afrique l'inscrit dans un scénario d'accomplissement inconscient. Plus on la combat, plus elle s'affirme dans les esprits. La détermination affichée du pauvre Macron à lutter contre la France-Afrique a paradoxalement renforcé la France-Afrique dans les esprits et accru la haine contre la France. La France-Afrique est un fantasme. Les États africains sont libres depuis les indépendances. Comme je viens de l'évoquer, ces dernières années, le Mali, le Burkina, le Niger ont pratiquement chassé la France, mais la France a plié bagage. En 1987, je me souviens, au Fort Bogny, en réaction contre la forte dégradation, la forte détérioration des termes de l'échange, refusant de brader le cacao ivoirien, Houphouët-Boigny a gelé les exportations afin de forcer les cours mondiaux à augmenter. La Côte d'Ivoire agissait souverainement pour ses intérêts et la France ne pouvait pas l'en empêcher. Au lendemain des indépendances de 1960, l'ancienne colonie du Soudan français, devenue le Mali aujourd'hui, souverainement, a tourné le dos à la France pour évoluer dans le giron communiste. Le Mali a quitté le franc CFA. Le Mali a reçu des experts soviétiques pour créer des kolkhozes et des sauve-causes au Mali. Tout cela a abouti à une catastrophe. Et c'est la queue entre les jambes que le Mali, après la chute de Modibo Keïta en 1968, que le Mali souverainement est retourné dans le précaré français. De toute évidence avec l'adhésion du peuple malien, qui émigre plus aujourd'hui vers Paris que vers Moscou. En 1958, un autre exemple. La Guinée de Sékou Touré ne voulait plus de la France a plié bagage. Chacun est libre de ses actes. Alors c'est quoi la France-Afrique? La France-Afrique, ce système inébranlable mis en place pour nuire l'Afrique, est une illusion. Ce n'est que du vent vendu à l'opinion par des maîtres de la manipulation mensongère. Combattre la France-Afrique, c'est se battre contre des moulins à vent. Des accords entre États en fonction de ses intérêts, chacun peut les réviser ou les dénoncer. J'aime bien cette anecdote entre les États-Unis et la France. En février 1778, en pleine guerre d'indépendance américaine, les États-Unis et la France signent un traité d'alliance offensive et défensive contre l'Angleterre. L'Angleterre, c'était leur ennemi commun. En 1793, l'année terrible de la Révolution française, l'année qui a démarré
par la décapitation du roi Louis XVI. En 1793, après la déclaration de guerre de la France à l'Angleterre et à la Hollande, les Américains se sont dit, oulala, c'est quoi ces alliés belliqueux? Washington a dénoncé l'alliance militaire conclue 15 ans plus tôt avec la France et a proclamé sa neutralité. Mais c'est ainsi. Les accords entre États, en fonction de ses intérêts, chaque État peut les réviser ou les dénoncer. Et les Américains ne voulaient plus être liés militairement à une France aussi belliqueuse. Ils ont dénoncé les accords. Les Africains n'ont pas à se plaindre depuis des décennies. Ils peuvent réviser tous les accords signés avec la France, les accords économiques, le franc CFA, tous les accords militaires. Oui, la France-Afrique est une illusion. Une illusion dont les élites africaines s'accommodent d'autant plus volontiers qu'elles constituent un alibi pour masquer leurs insuffisances, leurs inconduites, leur propre responsabilité dans la ruine de leur pays. C'est tellement plus confortable de passer pour une victime. Permettez que je poursuive cette réflexion par la présentation de 3 conversations entre un président français et son premier ministre de cohabitation nouvellement nommé. Vous allez les reconnaître. Ces conversations sont rapportées par le premier ministre. Première conversation. À propos du ministère de la coopération, le président dit « Ah, ce sont les mamelles de l'Afrique ». Commentaire que je trouve tout à fait injuste et qui s'appliquait bien davantage à la période des socialistes. Je répondis « Il me semble que beaucoup s'y abreuvent ». Le président s'abstint de relever mon propos. Deuxième conversation. Le président me fait part de ses inquiétudes s'agissant de la situation dans la République centrafricaine et au Congo. Le président dit, vous devez calmer la DGSE. La DGSE, c'est la Direction générale de la sécurité extérieure, c'est-à-dire les services secrets français. Donc le président dit, vous devez calmer la DGSE et veiller à ce qu'elle ne fasse pas toujours des coups. Tout le monde y a son réseau. Pasqua a le sien, c'est celui des Hauts-de-Seine. Roussin a le sien, sans parler de Chirac. Vous devez faire attention à ne pas laisser toujours les autres organiser des coups. Je répondis, en tout cas moi, je n'ai aucun réseau. C'est peut-être une faiblesse. Le directeur de la DGSE n'est pas de mes proches et n'a pas été nommé par moi, mais par vous. Je ne tarderai pas à tirer la conclusion de cet entretien en remplaçant le directeur de la DGSE. Troisième conversation. Le président, faites attention à vos services, en sorte qu'ils ne vous compliquent pas la vie et ne vous empêchent pas de réussir. Le président revient sur les réseaux africains qui, manifestement, le préoccupent beaucoup, ou l'amusent, je ne sais pas. Il le répète. Outre les réseaux de Hauts-de-Seine, c'est-à-dire le réseau Pasqua, il y a le réseau Roussin, il y a le réseau Chirac. Je répondis, je vous fais observer que moi, je le redis, je n'ai aucun réseau. Le président, c'est vrai, s'agissant d'Elf, il y a 1/5 des réseaux socialistes en son sein et 4/5 du réseau RPR. RPR, c'était le parti de Jacques Chirac. 4/5 du réseau RPR. Vous devez faire attention aux entreprises et aux chefs d'entreprise. Ils ne vous aideront pas plus qu'ils ne nous ont aidés. Fin de ces 3 conversations. Alors, quelles leçons tirer de ces 3 conversations? Mitterrand, qui voulait éradiquer la France-Afrique institutionnelle en 1981, a compris qu'il n'y a aucun système mis en place par l'État français. En revanche, il y a des réseaux établis par les uns et les autres pour leurs intérêts personnels. Alors, tant qu'il y aura des dirigeants et cadres africains peu soucieux des intérêts de leur population, l'Afrique sera, comme le dit Mitterrand, des mamelles à sucer pour des véreux de la terre entière, européens, chinois, russes ou autres. La France-Afrique n'est qu'une illusion dont la force est proportionnelle à sa dénonciation.
Une illusion d'autant plus forte qu'on veut la combattre. La grande offensive du repentant Macron contre la France-Afrique a conduit à une déculottée pour la France. Au fait, l'Afrique non francophone va-t-elle mieux? Est-ce que l'Afrique non francophone va mieux? Débarrassée de la mainmise française, le Mali, le Burkina, le Niger, la Centrafrique ou le Sénégal devraient aller mieux. Avec leurs enfants qui ne meurent plus dans le Sahara ou la Méditerranée pour rejoindre l'Eldorado européen. C'est tout ce qu'on peut, tout ce que nous pouvons espérer, tout ce que nous pouvons leur souhaiter. Alors, c'est quoi la conclusion sur cette réflexion? Mieux vaut, parlant de France-Afrique, mieux vaut se pencher sur le personnel politique en France et en Afrique que de perdre son temps à dénoncer la France-Afrique. Vous savez, en raison du prestige et des intérêts personnels qu'ils peuvent procurer, les milieux du pouvoir, partout dans le monde, pullulent souvent de toutes sortes d'individus, des cupides, des arrivistes, des flatteurs, des personnages sulfureux et autres opportunistes sans scrupules. Notez-le, la bonne gouvernance d'un pays nécessite de contenir les agissements de ces individus nocifs dans des proportions telles que leurs méfaits ne ruinent pas le service de l'intérêt général. Oui, une société ne peut être viable que si l'exigence de vertu est largement partagée au sein de ces élites. Inversement, quand des élites faisant peu de cas de l'exigence de vertu dans le service de l'intérêt général arrivent à se maintenir longtemps aux affaires dans un pays, ce dernier se retrouve exposé à toutes sortes de fléaux. À l'analyse de tous les récits prétendant dénoncer la France-Afrique, on constate généralement la révélation de faits faisant état de forfaitures commises par des dirigeants dépourvus de sens de l'État. Pour l'Afrique, nous avons ces chefs d'État irresponsables, par exemple, qui croient devoir envoyer des mallettes de cash à l'Élysée pour garder leur fauteuil. En contrepartie, nous avons des officiels français qui se servent des moyens de l'État français pour entretenir leurs amitiés africaines, leurs amitiés personnelles. Les derniers témoignages sur la France-Afrique ne sont que des récits banals, n'apportant rien de nouveau à l'analyse générale, sinon que dévoilant de nouveaux coupables à juger, soit par des institutions judiciaires, s'il n'est pas trop tard, soit par l'histoire, surtout par l'histoire. En somme, avec toutes ces histoires de la prétendue France-Afrique, nous avons simplement affaire à des pays mal en point du fait d'un nombre trop élevé de dirigeants politiques sans carrure d'hommes d'État dignes de ce nom, en France comme en Afrique. Il faut en finir avec le fantasme de la France-Afrique. Il faut en finir avec tous les mensonges qui empoisonnent l'Afrique noire au plan civique, moral et intellectuel. La traite négrière atlantique, la colonisation et la décolonisation, tous ces sujets font l'objet de récits historiques mensongers que je dénonce d'ailleurs dans mon livre intitulé « Haine du blanc et monde noir ». Oui, il faut en finir avec le fantasme de la France-Afrique. Je vous remercie.